Merci à tous. C'est grande joie d'être parmi vous sur un sujet qui est important, même s'il n'est pas si simple que ça. En tout cas, il est brûlant d'actualité dans le contexte dans lequel nous sommes. La question de la place est fondamentale parce qu'elle renvoie probablement à ce qu'est notre humanité. Et on a, dans le contexte des transformations profondes de la société qui s'annonce grâce à des outils comme l'intelligence artificielle, un grand besoin de savoir et d'être lucide sur ce que nous sommes profondément, pour pouvoir justement être pleinement humains là où nous avons à être. Donc l'enjeu est particulier, je pense qu'il est de tous les temps, la question de trouver sa place, mais probablement d'une actualité brûlante ces jours-ci. Voilà, merci beaucoup de me proposer de le traiter avec vous. Je vais vous donner quelques notions, quelques idées qui ressortent de l'expérience de ces dernières années, où depuis 12 ans, je me suis consacré à la question de la transformation authentique des personnes, des équipes, des entreprises, et évidemment, progressivement, amassant, rencontre après rencontre, découverte après découverte, un certain nombre de clés que je me fais une joie de partager, et puis joie d'être interpellé par les questions qui vont être posées. Moi, je me suis dit, en préparant ce petit propos introductif, que j'allais le faire en 3 parties, ce qui est d'une originalité terrible. Qu'est-ce que veut dire qu'être à sa place? Quels sont les leviers que nous avons à titre personnel et quels sont les leviers qu'un dirigeant peut avoir pour pouvoir essayer de faire en sorte que cette ligne d'horizon, que l'on ose peut-être à peine rêver, où tout le monde serait à sa place, puisse nous mettre en mouvement, comme Thomas More dirait, une utopie, mais une utopie réaliste, une utopie nécessaire pour nous mettre en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'être à sa place? Peut-être... être à sa place. La première considération, c'est peut-être à quoi ça ressemble quand on est à notre place. À quoi ça ressemble. Et on a envie de vous proposer de regarder dans 3 directions. La première, direction intérieure. Quand je suis à ma place, je me sens profondément paisible. C'est fluide, c'est naturel. Il y a quelque chose qui coule, voilà, de simple. Et pourtant, à la fois très simple et très dynamique, très puissant. Donc il y a quelque chose d'intérieur qui se dilate, en fait, et qui me permet de sentir aussi et de faire l'expérience d'une grande unité, une grande harmonie entre toutes les dimensions de ma personne, que ce soit mon corps, que ce soit mes émotions, que ce soit ma raison. Il semblerait que l'ensemble joue plutôt harmonieusement et peut-être se traduise par des intuitions qui me projettent vers l'extérieur. Deuxième direction, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur quand je suis à ma place? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur quand je suis à ma place? Eh bien, l'ouverture, la disponibilité, la joie, le désir de l'accueil, le désir de la rencontre, l'envie de connaître. Donc une forme de curiosité, de projection et d'attente. On pourrait presque utiliser le mot de désir. L'expérience d'être à sa place suscite un désir, le désir de connaître, le désir de recevoir. Et puis, troisième direction, qu'est-ce qui se passe collectivement quand nous sommes à notre place, autour de nous? Progressivement, autour de nous, il se passe quelque chose, on en a parlé déjà plusieurs fois avec bon nombre d'entre vous en peu de temps, il se passe l'expérience de la paix, de la joie, de l'unité, de la fécondité, de la mise en mouvement, de la transformation. Voilà les fruits d'être à sa place. Alors quand on regarde un petit peu plus précisément, peut-être un petit peu plus techniquement, comment on arrive à cet endroit-là finalement? Par magie, par hasard, ou peut-être par discipline, même si ce mot n'est pas très à la mode, en tout cas par le travail. Et si on essaie de comprendre, et je vais peut-être risquer une phrase un petit peu technique, je pense que être à sa place, finalement, c'est faire l'expérience d'une cohérence entre un appel intérieur, un dynamisme intérieur, un appel extérieur, un dynamisme extérieur, et la transformation que nous avons à vivre ici et maintenant du fait de notre trajectoire personnelle.
Appel intérieur, appel extérieur, transformation de soi, pour que se rencontrent l'appel intérieur et l'appel extérieur. Là, 3 dimensions. Appel intérieur, appel extérieur et ma transformation pour que les deux se rencontrent. Appel intérieur, si on zoome encore un petit peu plus sur cette question-là, lorsqu'on travaille les notions de leadership authentique, on va justement à la rencontre de ce dynamisme intérieur. C'est un rythme ternaire, c'est offrir une vocation, le meilleur de ce que je porte pour vous, dans une relation ajustée qui nous permet de conjuguer un je, un tu pour dire nous, au-delà de toute prétention qui me mettrait au centre du jeu. Le dynamisme intérieur de chacun d'entre nous, une vocation qui se donne à vivre dans une relation ajustée, au-delà de toute prétention. On pourra peut-être approfondir ces 3 notions, vocation, relation ajustée et prétention. Le dynamisme extérieur, comment le reconnaître? Eh bien, dans des circonstances données, il y a ce que nous appelons des bénéficiaires privilégiés, des visages qui nous appellent. Vous voyez, ces visages, ce sont ces regards dont on se dit, si je ne m'arrête pas pour leur offrir le meilleur de ce que je porte, qui va s'arrêter? Non pas parce que je me mets au centre du jeu, mais parce que je me sens obligé, comme disait Lévinas, je me sens obligé par ce visage. Quel est le visage qui m'oblige? Quel est le visage dont je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a du temps pour rien, sauf pour ces visages? Vous avez des visages qui ont cette puissance de nous offrir du temps pour nous offrir. Évidemment, dans des circonstances concrètes. 3e dimension, 3e regard, l'actualité de notre croissance personnelle. Ici et maintenant, nous avons tous l'expérience, nous faisons tous l'expérience de paradoxes. À un moment donné, vous vous arrêtez et vous dites « j'aimerais être en famille et au travail, mais si je suis en famille, je ne peux pas au travail. J'aimerais avoir de la sécurité financière et puis être entrepreneur parce que pour pouvoir vraiment vivre des intuitions hyper originales que je sens que je dois apporter au monde. J'aimerais rajouter, poursuivre la phrase. À chaque instant, on en a à peu près entre 6 et 10 en général. Des choses dont on se dit « j'aimerais aller là, mais alors je ne peux pas aller là. Or, je veux les deux. » Ce paradoxe, cette expérience du paradoxe, est une invitation à la croissance. La résolution de ce paradoxe me dit de ces paradoxes, me dit ce que j'ai à vivre ici et maintenant dans l'ordre de ma transformation personnelle pour vivre paisiblement ces paradoxes. Non pas pour choisir l'un ou pour choisir l'autre, en espérant que ma vie me permettra de pencher un peu à droite et de pencher un peu à gauche, mais au contraire, en tenant les 2 polarités en même temps pour pouvoir, dans mon cœur, les faire habiter les 2. Être au travail et en famille, trouver l'endroit qui fait que mon travail est servi, que ma famille est servie. Ce qui me renvoie évidemment à regarder de près le rapport que j'entretiens avec le travail, le rapport que j'entretiens avec la famille, pour pouvoir y trouver dans ces 2 le bien légitime que je peux assumer ensemble. On pourra replonger dans cette notion. Ça va? Un peu dense? On est bon? C'est la première partie. Qu'est-ce qu'être à sa place, avec du point de vue de l'expérience d'abord, pour en avoir une expérience subjective, et puis essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir être à sa place. Quels sont les leviers que nous avons en main à titre personnel? Le tout premier levier que nous avons, c'est de nous connaître nous-mêmes. Non seulement c'est un levier, mais je crois même que ça doit être une responsabilité. On ne peut pas revendiquer et demander de la société et des autres qui nous mettent à notre place, si nous ne faisons pas le minimum de chemin qui consiste à se connaître. Si je ne me connais pas, comment puis-je m'offrir? Comment puis-je engager une conversation avec l'autre pour que notre conversation m'emmène à ma place? Donc il y a un chemin que nous sommes absolument tenus de parcourir et que nous avons, je regarde en particulier les jeunes,
que nous avons le devoir de faire. Qui suis-je? Qui suis-je? Et on tombe dans ces trois notions. Quelle est ma vocation? Quelle est ma manière d'être et d'entrer dans une relation ajustée? Quelle est ma prétention? Connaître ces trois éléments, c'est fondamental pour pouvoir commencer à se lire d'une manière telle que je puisse espérer le mettre à ma place. Et ce travail-là, personne ne le fera pour nous. C'est un travail de relecture. Il y a un ouvrage intéressant qui a été écrit, qui s'appelle Leadership authentique, Leader authentique, à la librairie, et qui donne les exercices qui permettent de découvrir sa vocation professionnelle, sa manière d'être ajusté à l'autre. Premier levier, se connaître soi-même. Le deuxième levier, faire un pas de côté. Faire un pas de côté pour écouter le silence. En fait, ma prétention s'agite. Ma prétention me dit « il faut que ». Ma prétention me dit « tu n'as pas le temps, précipite-toi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Elle me tient par le col, elle m'empêche d'être libre, elle me fait rentrer dans un esclavage terrible d'agitation. C'est ce qui fait le plus de bruit dans ma vie et dans la vie des autres. Et c'est probablement un petit tintamarre qu'on a quand même très régulièrement sur les ondes et dans tous les autres réseaux sociaux qui nous divertissent et nous disent « surtout ne rentre pas en toi, reste à l'extérieur, reste à l'extérieur ». Il faut conjurer ce contexte, lui écraser violemment d'un coup de talon pour faire silence, faire ce pas de côté, pour se mettre à l'écoute de l'appel intérieur, se mettre à l'écoute de l'appel extérieur, découvrir la transformation que nous avons à vivre. Il y a un deuxième ouvrage qui a été écrit là-dessus qui s'appelle « Agir pour le bien commun » à l'école de Thomas More. Et puis, troisième levier que nous avons à notre disposition, après avoir pris ce temps de silence, d'écoute, évidemment, c'est de rejoindre ce que nous voyons à l'occasion de ce travail-là, qui, du point de vue de mon expérience, sachez-le, est souvent du surplace. On pense qu'être à sa place, c'est se mettre en mouvement intérieur sans aucun doute, en mouvement extérieur, pas sûr. Parfois, c'est en changeant tout dans notre cœur que nous trouvons notre place. En tout cas, ça ne peut être que le point de départ de la place qui m'est donnée, qui est ici et maintenant. Et si d'aventure, on découvre que on est finalement à notre place, simplement que cette place-là, il est bon parce qu'on est en tension dans cette place, il est bon de trouver le lieu d'une paix intérieure, alors c'est le moment de plonger dans les paradoxes, de se dire mais quels sont les paradoxes que j'ai à résoudre et comment les résoudre. Et il y a un troisième ouvrage qui a été écrit, L'art de diriger, avec Thomas More, sur les paradoxes. Et on pourra replonger dedans si vous en voulez plus. Quels sont, troisième partie, quels sont les leviers que j'ai à ma disposition si je suis dirigeant? La première, c'est que de temps en temps, on peut faire quelques conférences pour expliquer que, en tant que dirigeant, on a une partie de la solution, mais on n'a pas toute la solution. D'accord? On va jouer sa part, mais enfin, la première partie, la deuxième sur, voilà, interpeller quand même ceux qui nous sont confiés sur, s'il vous plaît, essayez de faire votre part du chemin. Évidemment, pour pouvoir inviter les autres à rejoindre leur place, il est fondamental d'être à la sienne. Le premier levier d'un dirigeant, c'est de se dire que sa première responsabilité, c'est probablement d'être à sa place. Un dirigeant qui est en souffrance parce qu'il n'est pas à sa place, en général, ça ne déclenche pas l'envie des autres d'aller à leur place. Et en tout cas, l'écosystème qui lui est confié risque bien d'être la place de personne. Donc ce qu'on vient d'évoquer sur la première partie, c'est
ça devrait être une condition nécessaire pour accéder à des responsabilités, parce qu'on ne peut pas susciter autour de soi le bien commun si on n'a pas commencé par le ressentir en soi. Là, il y a vraiment une responsabilité imminente du soin de soi du dirigeant pour accueillir le service de diriger, l'autorité, comme des personnes qui nous sont confiées. Mais si des personnes nous sont confiées, alors qu'est-ce qu'une personne? Si je ne me suis pas posé cette question-là, comment prendre soin des autres? Et vous êtes à un bon endroit, je pense, pour se poser toutes ces questions. Une fois qu'on s'est dit ça, qui est un peu un prolégomène, mais qui est un rappel utile, peut-être ici ou là, le premier levier d'un dirigeant, me semble-t-il, c'est de créer le contexte de la croissance authentique. Comment créer un contexte de croissance authentique, c'est-à-dire créer un contexte dans lequel chacun va se sentir appelé et va pouvoir se mettre dans ce mouvement de transformation pour aller et rejoindre sa place. La première, qui est probablement la plus compliquée, en tout cas c'est un lieu de combat phénoménal pour les dirigeants, c'est de dire la chose la plus importante qui m'est confiée dans l'entreprise, ce sont les personnes. J'ai un PNL, j'ai un compte de résultats, j'ai des clients, j'ai des fournisseurs, j'ai des contrats, j'ai des contraintes, j'ai un contexte social. Ok, ça ce sont les circonstances. Mais l'enjeu, et quand les cheveux blanchissent, on s'en rend bien compte, on ne se souvient pas des décisions qu'on a prises sur tel ou tel dossier, tel ou tel. Mais on se souvient des regards, on se souvient des rencontres. Avoir à l'esprit que la personne est le bien le plus précieux qui m'est confié. Et choisir, et c'est là où est le combat, et choisir de se dire, mon combat, c'est de faire et de permettre qu'ils deviennent ce qu'ils ont à devenir. Et faire de cette aune-là la décision et la matrice de leur responsabilité, de l'exercice de leur responsabilité. Croyez-moi, d'expérience, et on commence à avoir vu pas mal de monde, faire ce choix-là n'est ni naïf, ni létal. C'est le chemin de la prospérité des entreprises. Les entreprises qui prospèrent, ce sont des entreprises dans lesquelles les personnes ont envie d'engager le meilleur. C'est évident quand on le dit. C'est troublant comme on l'oublie quand on est en situation de responsabilité. On pourra revenir sur comment faire. Et le deuxième levier dans cette création d'un contexte de croissance authentique, évidemment, c'est de donner des clés, de créer l'occasion, de permettre aux personnes de se connaître, et de se dire que, peut-être ne pas se dire que ce n'est pas notre travail. Le lieu de travail, le lieu de l'entreprise, on y passe tellement de temps. C'est un lieu dans lequel il y a des formations, c'est dans lequel on peut beaucoup investir, le dirigeant peut beaucoup investir et donner des moyens à ses collaborateurs pour qu'ils se connaissent mieux et du coup s'engagent mieux. Le deuxième levier, une fois que le dirigeant a créé le contexte d'une croissance, eh bien, c'est de faire vivre cette croissance, de la nourrir, de la cultiver, comme le bon jardinier, de faire en sorte que chaque matin, il y a quelque chose qui se passe pour aller dans le bon sens, pour aller vers ce bien commun qui passe par le bien de chacun, qui est le bien de chacun et qui est le bien de tous. Le premier concerné, on en a déjà un petit peu parlé, c'est sa propre croissance. Qu'est-ce que le dirigeant, en se levant le matin, se dit qu'il va vivre, qui fera qu'il sera encore plus à sa place le soir, encore plus lui-même ce soir? La transformation du dirigeant est à l'origine de sa légitimité pour pouvoir inviter la dynamique de transformation des autres. Sinon, c'est un donneur de leçons. Sinon, c'est quelqu'un qui regarde en surplomb. Ce n'est pas quelqu'un qui suscite la transformation de l'autre. Prendre soin de sa première croissance, prendre soin de soi, mettre en place des rituels de silence, des rituels de relecture, des rituels de transformation, de déplacement,
le cas échéant de supervision, pour pouvoir se dire, tiens, c'est marrant, il y a un paradoxe dans lequel je suis pris, je n'arrive pas à en sortir, je sens bien qu'il me tend, je sens bien qu'il tend tout le monde autour de moi, qu'est-ce que je fais? Et ne pas me dire qu'ils ont qu'à me supporter comme ça, sachant qu'il y a bien d'autres qualités. Non, la première des responsabilités, c'est de diffuser la paix autour de soi. La deuxième, c'est l'équipe de direction. Créer les conditions d'une équipe de direction qui soit inspirante, inspirée et inspirante, qui puisse avoir en partage le fait de se dire notre unité, notre paix, va être à l'origine de la croissance de l'entreprise. Et qui mettent cette qualité de collégialité, c'est le mot technique qu'on utilise, où chacun peut engager le meilleur de soi et le faire harmonieusement pour vivre ensemble convenablement. Donc créer ces conditions d'une équipe qui ne soit pas une juxtaposition, mais qui soit une authentique collégialité, c'est la deuxième responsabilité du dirigeant, pour prendre soin. Comment ça se passe? Très rapidement, là, on s'assure que chacun sait rejoindre sa place. Une fois qu'il est à sa place, on a des conversations ensemble. On a des conversations sur la raison d'être de l'équipe, quelle est la valeur ajoutée qu'elle doit rendre à l'entreprise. On a des conversations sur la manière dont l'équipe de direction voit le chemin de transformation de l'entreprise et se met d'accord. Des conversations qui rendent fragile, qui acceptent la vulnérabilité de ses membres, c'est-à-dire qu'avoir un problème est une opportunité de collégialité, chacun arrivant avec sa limite, pour faire en sorte qu'elle devienne l'opportunité d'être ensemble et d'être fort ensemble, grâce à la fragilité de chacun. Ça, c'est souvent un grand défi dans les équipes de direction. Également, la conversation sur les modalités de coopération, c'est plus classique. Et enfin, une conversation dite d'amitié professionnelle, apprendre à prendre soin de l'autre et faire en sorte que cette équipe de direction, ce soit un lieu dans lequel chacun puisse se dire « je suis, d'une certaine manière, le gardien de mon voisin ». Et enfin, dans le fait de cultiver cette croissance, c'est la transformation, prendre soin de la transformation, avec un point particulier pour les dirigeants, toujours penser aux plus fragiles. Dans mon entreprise, qui est le plus fragile aujourd'hui? Qui est celui qui va souffrir? Qui est celui qui va mal? Parce que si je prends soin de la cible et si je prends soin du plus fragile, entre les deux, ça va bien se passer. Par contre, ne pas avoir le cap, ne pas avoir une tête qui est en bonne santé et ne pas avoir le soin du plus fragile, va évidemment nous faire sortir du chemin. Être attentif à ce soin du plus fragile, où qu'il se trouve. Et enfin, troisième levier, après avoir créé les conditions de la croissance, après avoir nourri et cultivé la croissance, eh bien, il y a à mesurer la croissance. Alors vous allez me dire, vous pourrez me challenger là-dessus, c'est quand même un petit peu gonflé d'essayer de mesurer. Ouais, là je vois que ça tique. Peut-on mesurer ce dont nous sommes en train de parler? La réponse est non. Définitivement, au sens où l'horizon ne peut pas être totalement cette mesure. Et en tout cas, c'est beaucoup la constatation des fruits plus que la mesure des objectifs. D'accord ? Il n'empêche qu'on voit le réel et que la mesure permet de se dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Et on invite les dirigeants à regarder en particulier plusieurs indicateurs, le niveau d'engagement personnel et collégial. Donc voilà, régulièrement se dire où en est le niveau d'engagement des personnes et au niveau des équipes, dans quelle mesure ils seront heureux de faire partie de l'équipe dont ils font partie. Le deuxième, c'est de demander à chacun, l'écosystème, la collégialité dans laquelle ils sont, les équipes, quel est son niveau de pertinence, quelle est la capacité de cette équipe à dépasser les attentes de ceux qui comptent sur elle, et enfin, quel est le niveau de fiabilité de l'équipe dans laquelle je suis. 3 indicateurs qui donnent un indicateur de santé et de performance de l'équipe.
Et puis enfin, derniers éléments de mesure, évidemment, l'obtention des objectifs business, tout simplement, que l'entreprise se donne, parce que c'est le chemin de sa croissance, d'un métier bien fait, de clients bien servis, etc., etc. Voilà, quelques considérations. Je vais conclure et puis je vais après me laisser interpeller par vos questions et les questions des groupes. En conclusion, peut-être un mot, vous l'avez compris, être à sa place, c'est probablement d'abord certainement pas quelque chose de statique, certainement pas quelque chose d'acquis. C'est vraiment cette utopie réaliste qu'on évoquait en introduction. C'est un horizon vers lequel je ne dois cesser d'aller, avec ce sentiment, non pas ambigu, mais ambivalent en tout cas, d'être déjà quelque part, et ce quelque part est incomplet. Et vivre de ce désir de se transformer. Chaque matin, me dire comment ce soir je peux être encore mieux à ma place, pour être encore plus ce que j'ai à être, et susciter autour de moi le fait que les personnes puissent l'être encore plus. Donc vivre de cet équilibre dynamique qui est cette place. Et comment le faire? Comment commencer? Il ne peut pas y avoir de début de l'histoire d'être à sa place que d'occuper celle que nous sommes en train d'occuper. Le tout premier point de départ, c'est de chasser ce truc bizarre de dire tu n'es pas à ta place. En fait, nous sommes à notre place. En tout cas, ici et maintenant, est le moment qui nous est donné pour être ce que nous sommes. Il n'y a que cet instant présent, ici et maintenant. Notre place dans cette discussion que nous sommes en train d'avoir, c'est chacun d'entre nous, moi à ce micro, vous assis, habitons cette place. Soyons vivants les uns les autres à partir de cette place. Et à partir de cette place, que faire? Nous aimons beaucoup, dans notre pratique, ce que nous appelons un moment ressource. Et nous aimons en faire mémoire et inviter à en faire mémoire. Ce moment ressource, c'est une rencontre. Une rencontre qui a 3 caractéristiques. La personne que vous avez rencontrée dans ce moment ressource vous a accueilli sans aucune condition. Elle vous a offert le meilleur d'elle-même sans aucun esprit de calcul. Et elle vous a laissé libre. Elle vous a accueilli sans aucune condition. Elle vous a offert le meilleur d'elle-même sans calcul, sans rien attendre. Et elle vous a laissé libre de faire ce que bon vous semblait de l'expérience que vous venez d'offrir. Prenez le temps à l'occasion d'identifier cette ressource. Ce moment ressource, pardon. Et une fois que vous l'aurez identifié, revivez cette rencontre jusqu'au déclic intérieur qu'elle aura suscité. Ce déclic intérieur est un souffle fragile. Cette personne, à ce moment-là, nous a regardés dans ce que nous avions de vivant, ici et maintenant. Laissez résonner au plus intime de soi ce qu'il y a de vivant, ici et maintenant, et le départ du chemin qui nous emmène à notre place. Merci. Des petites questions. Les étudiants et vous, hein? Comment t'appelles-tu? Mathis. Mathis. Alors, toute l'après-midi, on a discuté de cette fameuse question être à sa place dans un contexte professionnel. Et j'aimerais savoir à quel point, justement, cette question être à sa place, elle dépasse
le contexte professionnel? Merci beaucoup. Très belle question. Est-ce que cette question dépasse le cadre professionnel? La réponse est oui. Évidemment, être à sa place, ça engage toute ma personne. Nous sommes une seule personne et je ne vais pas être quelqu'un au travail, quelqu'un en famille, quelqu'un avec mes amis, quelqu'un qui, etc., etc. D'ailleurs, ça c'est la fragmentation et ce démarrage est quand même compliqué à tenir dans la durée. Ça fait partie des paradoxes qu'on a évoqués. Voilà, et peut-être qu'il y a quelque chose, je n'arrive pas à me retenir d'être comme ça et de projeter tel et tel visage avec mes amis, et je n'arrive pas à me retenir à projeter tel et tel visage dans le travail, et donc je finis avec des masques qui me fragmentent en fait. Donc oui, la réponse est éminemment personnelle. Et ça c'est très très important, en particulier pour les dirigeants. Des dirigeants à ce stade disent, pas vous, hein. Certains disent, c'est personnel. Ah, c'est pas professionnel, moi je suis dirigeant professionnel. Donc les personnes, je suis désolé, je suis pas psy, je suis pas assistante sociale, et donc ça va se régler ailleurs. D'accord? Donc est-ce que tu peux m'apporter le dossier? C'est un mauvais point de départ. Reconnaître la réalité qu'une personne est unifiée ne veut pas dire confondre et mélanger les choses. C'est une personne au travail dont je dois prendre soin en tant que dirigeant. Mais c'est une personne. Et vous voyez, on a cette très très belle expérience, souvent le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, d'amitié professionnelle. Quand on travaille avec des équipes de direction, on leur dit, vous voyez, on va travailler, puis il y aura un moment où on va travailler votre amitié professionnelle. Amitié professionnelle, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est exactement ce point vers lequel tu nous invites à regarder. L'amitié ne peut être qu'entre deux personnes. Professionnelle, il se trouve que si je suis au sein de l'entreprise, c'est pour faire un travail. Mais entre personnes qui ont un passé, qui ont un avenir, qui ont un à côté, qui ont un... Et donc, je dois, en tant que dirigeant, intégrer cette dimension de l'unité de la personne. Et évidemment, moi-même, essayer de ne pas compartimenter ma vie. On est fait pour l'unité, une unité dynamique. La personne, en tant que personne, quand vous me dites François Daniel, je ne dis pas lequel, à qui tu veux parler. Il n'y a pas, enfin, sauf maladie, il n'y a pas chez moi. Voilà, je dis oui, me voilà, me voici. Donc je fais cette expérience de l'unité. Et puis je fais l'expérience de la diversité des lieux dans lesquels je peux avoir à me déployer. Et je vois bien que quand je suis père de famille, quand je suis époux, quand je suis collègue, quand je suis là avec vous, eh bien à chaque fois, on me demande quelque chose de différent. Mais c'est le même jeu qui répond. Et ça nous renvoie à la question des paradoxes. Il y en a un qui s'appelle s'unifier et se déployer. Comment j'arrive à être toujours plus un pour pouvoir me déployer de manière toujours plus cohérente et donc me déployer de manière toujours plus grande et harmonieuse. Merci monsieur. Donc vous venez de... Je m'appelle Anna. Anna. Donc vous venez de nous expliquer que ça dépassait le cadre seulement professionnel. Il y a une des questions d'un groupe, c'était « Est-ce si grave de ne pas être à sa place dans le milieu professionnel ?» Rien n'est grave. Au sens de il faudrait s'en inquiéter, il faudrait paniquer, on est au bord du précipice. Non, rien n'est grave. En tout cas, ce n'est pas le moment de susciter l'inquiétude. L'inquiétude, la peur est mauvaise conseillère. Le chemin de notre place est un chemin de paix. Et donc, ce n'est pas grave. Et c'est une question. C'est une opportunité. C'est un murmure intérieur. Quelque chose qui est en train de me dire, tiens François Daniel, il y a peut-être un petit truc que tu pourrais régler dans ta vie. Il y a un petit curseur que tu peux changer. Et on n'arrête pas de changer nos curseurs. Ça, c'est important pour vous, à la maison, quelques personnes à peu près de cet âge-là. Voilà, vous allez faire des choix d'orientation, vous sentez des choses. Mettez-y votre cœur. Essayez de choisir le plus grand bien que vous portez et l'offrir à ceux qui en ont le plus besoin. Ça, c'est paisiblement. Et en faisant ce choix-là,
eh bien, s'ouvre voilà, une première expérience. Et vous allez vous rendre compte dans cette expérience qu'il y a des choses qui sont exactement ce que vous anticipiez et qui nourrissent votre joie, qui nourrissent votre croissance. Et vous vous dites, mais c'est ça. Et puis, il va y en avoir quelques-uns qui vont être en se disant, ben là, j'ai envie d'ajuster, je sens que pour le coup, ça coince. Et vous allez grandir grâce à ça. Nous allons grandir. Et on se met en chemin. Et donc, ce qui serait grave, si je me permets, c'est peut-être de se dire, de ne pas considérer ce petit message intérieur qui est de dire, il y a peut-être une vie plus vivante qui serait possible. Une vie plus offerte, une vie plus féconde, plus inspirée, plus harmonieuse. Écoutez cela pour être vivant. La fidélité à ce que nous avons reçu, la fidélité à la vie finalement, ce serait peut-être cet engagement, d'essayer d'être vivant, d'essayer d'entendre ce petit message, sans panique, mais en se disant qu'est-ce que je fais de ce petit bip. Et c'est vrai que on a dans notre geste professionnel des occasions de transmettre, d'accompagner des gens dans les transitions. Et quand les transitions sont brutales, c'est parce qu'il y a ces petits signaux qui n'ont pas été écoutés. Alors, progressivement, l'écart s'est un petit peu agrandi. Et puis, à un moment donné, la personne sent le vide, en fait, et se dit, mais est-ce que ça a vraiment du sens? Pourquoi je me lève le matin? Et puis, du coup, comme elle est en souffrance, ben, elle fait souffrir. Et donc, il y a une espèce de spirale du malaise qui se met en route. Et puis, évidemment, ça se termine mal. Et donc, parce que la réalité nous rappelle, et la réalité est paisible. Et donc, c'est vrai que c'est une responsabilité d'entendre ce petit message, sans panique, mais en se disant, qu'est-ce que j'en fais? Prendre un temps de silence, mieux se connaître, écouter ces paradoxes, essayer de les résoudre. Bonjour. Bonjour. Alors nous, notre groupe, on se demandait... Tu t'appelles comment? Ah, pardon. Je m'appelle Tancred. Tancred. Voilà, enchanté. Et donc nous, on se demandait comment aider le collaborateur à avoir de la lucidité sur sa place et finalement l'accompagner à rester ou à partir, mais en tout cas avoir le courage de passer à l'action, puisque c'est pas toujours le cas dans nos entreprises. Merci beaucoup. Voilà. Donc évidemment qu'en tant que dirigeant, c'est pas facile. C'est pas facile de se dire je choisis la personne pour ce qu'elle est, je l'aide à devenir la meilleure version d'elle-même pour la société, sachant qu'elle a un moment chez moi. Ce que je sais avec l'expérience, et probablement que vous en avez l'expérience, il y a quelques cheveux blancs, c'est ce chemin-là qui fait la fidélité. On ne garde pas quelqu'un qu'on garde en esclavage, on ne le retient pas malgré lui, malgré ce dynamisme de vie qu'il porte. Et donc le chemin de la croissance et le chemin de la soutenabilité, de la croissance de l'entreprise, il est bien dans cette autorisation. Et c'est une autorisation que le dirigeant a à donner. Il ne peut pas, on l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas faire le chemin à la place des personnes qui travaillent pour lui. Mais il peut les autoriser. Il peut dire « Es-tu heureux ?» Il peut régulièrement dans l'année, 2 fois par an, s'asseoir en disant « Tu sais quoi, on ne va pas regarder les objectifs, on va se regarder dans les yeux. Comment ça va? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Où t'en es ?» Non pas par convenance, parce que dans les procédures, il y a marqué qu'il faut le faire 2 fois par an et il faut remplir le truc et check, mais qu'ils sentent profondément que s'il y a un petit décalage, la personne est capable de dire oui. Pourquoi c'est compliqué? Parce que l'autorité, pour pouvoir vivre ça, pour pouvoir proposer cette rencontre, a besoin d'aller intérieurement dans un lieu d'inconditionnalité. Quelle que soit ta réponse, si je te demande ce que tu ressens, elle m'ira. Tu veux partir? Parlons-en. Tu veux rester? Parlons-en. Tu veux changer de responsabilité? Parlons-en. Entre guillemets, rien n'est grave. Tout est accueillable. Ce qui ne veut pas dire que je consens à tout. Parce que peut-être que la personne peut avoir des ambitions qui sont décalées par rapport à ses capacités, par exemple. Et c'est vraiment d'aller chercher ce lieu d'inconditionnalité.
Le moment ressource que j'ai évoqué en fin de propos est ce lieu où on invite l'autorité à se ressourcer intérieurement à un lieu d'inconditionnalité. J'ai un jour dans ma vie, et croyez-moi, on a vu maintenant 10 000 personnes, ne me dites pas que ça n'existe pas, on a vu 10 000 personnes, on l'a toujours vu. On a tous vécu un moment où quelqu'un nous a regardés du fond du cœur vers le fond de notre cœur pour ce que nous étions. Et pour rien d'autre. Et pour rien d'autre. Et avoir ce regard et offrir aux personnes qui travaillent dans l'entreprise régulièrement ce regard. Je te regarde pour la personne que tu es, pas pour ce que tu produis, pour ce que tu fais, mais pour la personne que tu es. Et la personne que tu es, je l'accueille telle qu'elle est. Et je cherche, avec toi, à écouter le devenir. Vous voyez, cette rencontre qui permet d'être à l'écoute de la dynamique de transformation. C'est clé. Et de rencontre en rencontre de ce type, c'est formidable. Le dirigeant sait très très bien avec qui il est en train de travailler. Il passe au moins dans le premier cercle les problèmes, les personnes un peu critiques, et qu'il apprenne aux autres à le faire, pour avoir ce pouls profond de ce qui se passe. Et il peut d'ailleurs, et du coup, ajuster les places, ajuster les personnes, et créer une dynamique incroyablement performante. Non pas parce qu'il la cherche, parce qu'il a renoncé à la chercher, mais parce que nous, chacun d'entre nous ici, si on nous laisse libres, y compris de nos propres prétentions, c'est le meilleur de nous-mêmes qu'on a envie d'offrir. On est fait pour ça. C'est nos peurs qui mettent des capots. Je ne voudrais pas trop me connaître parce que je ne sais pas ce que je vais découvrir. Je ne voudrais pas risquer cet accueil inconditionnel et cette rencontre inconditionnelle parce que je ne sais pas ce que je vais entendre. Vous voyez, c'est ces peurs qui font que je vais limiter l'espace. Mais en limitant l'espace par la peur, je crée la peur, je crée la tension. Et du coup, je perds en performance. Bonsoir monsieur, je m'appelle Enora. Enora. Et ma question Superbe, est... ça, Enora. Ah oui, Tous les prénoms sont superbes, mais Enora, c'est rare. Ouais. je vous remercie. J'ai une question un peu plus personnelle pour vous. Comment vous avez su que vous aviez trouvé votre juste place? Merci pour la question. D'abord, peut-être un petit commentaire sur la question. J'ai quand même dit tout à l'heure qu'on n'est jamais à sa place, c'est une dynamique. Donc, que je suis en train d'essayer de rejoindre ma place. Ceci un petit peu mis à part, peut-être, parce que c'est l'invitation que tu fais. Quel est le parcours? J'ai toujours été attentif, c'est un cadeau qui m'a été fait, à l'enthousiasme. Vous voyez, Pervenche m'appelle et me dit, il y a cette conférence, être à sa place, est-ce que tu veux venir? Ça m'a enthousiasmé, j'ai senti le chouette. Voilà, je me dis, ben voilà, ok. Et ça, pour moi, c'est l'indicateur. Et hop, ne jamais couper le fil de l'enthousiasme. Donc, avoir ce métronome intérieur pour se dire, tiens, c'est enthousiasmant, c'est pertinent, c'est enthousiasmant, il y a un truc. Et dire oui, en fait. Et ça, quand je me retourne, je m'aperçois que voilà, ça m'a été donné, en fait. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et donc, du coup, ça a été un guide assez sûr. Alors après, il y a eu des moments un peu significatifs. Le moment le plus significatif, c'est le moment où j'ai quitté, après un début de carrière d'ingénieur des ponts et chaussées, j'ai construit des routes et des autoroutes, dans le Loiret d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait du conseil de direction générale. Ensuite, comme j'avais été dans l'administration et dans le conseil de direction générale, on m'a appelé pour piloter le programme de la réforme de l'État.
Donc j'ai piloté pendant 7 ans les sujets de réforme de l'État. Et autour de 40 ans, je me suis retrouvé à un endroit intéressant dans l'ordre de la question de la place. Je me suis dit, tu as 40 ans et tu viens probablement de faire ce qui t'enthousiasme le plus et qui a le plus de sens pour toi. Transformer l'administration d'un pays, se voir confier ses responsabilités à 35 ans, quand on a la patrie au cœur et le désir de bien vivre ensemble, quand on a cette vision de l'administration d'un organe de service qui doit permettre à chacun de nos concitoyens de faire en sorte qu'il sourit sur l'ensemble du territoire pour qu'il y ait une équité de droit, un sens de l'appartenance. On est sur des sujets d'une noblesse, d'une complexité indépassable. Comme disait le général de Gaulle, la réforme de l'État, c'est un grand chantier et ça le restera. Mais c'est noble. On travaille sur probablement l'objet le plus complexe et celui qui a le plus de sens. On est tous affectés par le fonctionnement ou le dysfonctionnement de notre administration. Et ça nous tient ensemble. C'est marrant, hein, comme on voit qu'on change de pays aux normes qui sont données pour construire les routes. Juste un petit exemple. Un soir, je rentre à la maison et je me regarde dans le miroir. Et je me dis, François Daniel, à 40 ans, tu ne seras pas vieux. Tu ne diras pas, c'était mieux avant. J'ai pris cette décision, je me souviens de l'acte, ce qu'on appelle le ferme propos. Ça a déclenché une mise en mouvement. Parce que là, j'arrivais quand même au bout d'un quinquennat, il y a un rythme politique. Et donc ça a provoqué, cette décision a provoqué la question de la mise en mouvement sur la place, ma place. Sachant que là, c'était clair qu'il fallait que j'en trouve une. Et j'en trouve une autre. J'ai eu une rencontre à ce moment-là d'une éditrice. J'avais un désir d'écrire, et elle m'a dit, écoutez, avec le parcours que vous avez, il y a 3 options. La première option, c'est vous écrire vos mémoires. Mais comme vous n'êtes personne, il va falloir balancer sérieusement sur les personnages publics, parce que sinon ça ne va pas se vendre. Je lui ai dit que ce n'était pas le genre de la maison, et donc que celui-ci, je n'allais pas l'écrire. Elle m'a dit, vous avez une deuxième option. Ça fait 7 ans que vous travaillez à la question de la réforme de l'État, c'est assez long. J'ai eu 3 successeurs en 18 mois, donc c'est une forme de longévité dans le sujet. Donc, vous avez quelque chose à nous dire sur la manière de transformer notre administration. Et vous pouvez faire un petit essai qui va intéresser 250 personnes. Et celui-là, j'étais un peu fatigué. Et puis, comme ça faisait un petit moment que je coltinais la réforme de l'État, je n'avais pas envie d'écrire sur mon quotidien, en fait. Et elle m'a posé, elle m'a dit, vous avez une 3e option, je vous livre cette option-là, d'ailleurs. Enfin, c'est une question qui vaut bien au-delà du sujet de l'écriture d'un livre. Elle m'a dit, si vous relisez votre vie jusqu'à ce jour, vous avez peut-être eu la chance de vivre quelque chose de particulièrement singulier. Et vous avez découvert à travers ce chemin singulier qui vous a été donné de vivre quelque chose. Bon, pour l'émotion, quelque chose qui ferait du bien à beaucoup de monde. Et là, j'ai parlé de ce dont on vient de parler. Je lui ai dit, je crois que toute transformation en vue du bien commun prend son origine dans le cœur de l'autorité qui l'amène. C'est ce qui se joue dans son cœur qui va être à l'origine et à la fin de la transformation qui lui est confiée. Des transformations, j'en ai vu dans le privé, dans le public, des petites, des grandes, des qu'on fait du mal, des qu'on fait du bien. Je lui ai dit, j'avais 40 ans et j'en ai vu des piles et des piles. Et je lui ai dit, il y a une clé fondamentale, c'est l'authenticité
de l'autorité. Est-ce que l'autorité cherche ou non le bien commun? Si elle cherche le bien commun, tout ce qu'on a partagé là, si elle cherche le bien commun, le bien de chacun et le bien de tous, pour mieux vivre ensemble, alors la transformation, non seulement commence, mais elle est nécessaire et elle arrive au meilleur endroit, pour tous. Et ce n'est pas un rêve, lui ai-je dit, c'est une méthode. Et elle m'a répondu, François Daniel, si vous savez ça, écrivez le livre, s'il vous plaît. Partagez-le. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup touché. Ce ne sera pas dans ma collection. Vous voyez le moment ressource que j'évoquais tout à l'heure. Cette personne, elle a pris 2 heures de sa vie. Je ne la connaissais pas. Elle a pris le temps de rentrer, de me rencontrer, de me mettre sur la voie de quelque chose que je portais pour le monde, en me disant à la fin, c'est pas pour moi. Merci pour les questions. On est comment en temps? On est bien? On est bien, ça veut dire qu'on a encore quelques questions peut-être? Tout est clair? Ouais. Si vous avez s'il y a quelques questions dans la salle, vous faites voir. Merci beaucoup aussi pour vos mots. Moi j'ai une question un peu plus spécifique, c'est est-ce que tous les hommes peuvent se poser la question de la place dans la vie professionnelle? Et si ce n'est pas le cas, comment on peut faire avec nos futurs collaborateurs, par exemple ceux qui travaillent simplement pour vivre, pour discuter de ce sujet-là avec eux? Merci beaucoup. C'est une belle question. Hein. Est-ce que tout le monde a, d'une certaine manière, le luxe de se poser la question de la place? Votre regard est susceptible de leur donner leur place. Vous voyez, la semaine dernière, j'étais... d'ailleurs, elle est patrimoine ici. Il y a une fondation qui s'appelle l'AMIPI, que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui est une fondation qui a des usines et qui a comme objectif de réinsérer des personnes qui portent un handicap. Et c'était très très beau, ils viennent de sortir un film, je vous le recommande, conforme, non conforme, dans lequel il y a les témoignages de ces opérateurs avec handicap qui décrivent et qui disent l'expérience qu'ils ont à l'intérieur de cette usine. Quelqu'un d'intéressé par la performance n'aurait pas commencé à penser que c'était leur place, au nom de la conformité. La raison d'être de cette fondation, c'est justement de leur faire une place. Et quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui se passe dans cette fondation? Il y a enraciné dans l'ADN de la fondation le fait que toute personne a une place et que tout geste est susceptible de développer la personne et de lui faire le petit bout de chemin qu'elle peut faire avec un horizon de la réinsérer. Ils viennent avec cette promesse. Parfois, il reste 3 ans, parfois, il reste 5 ans, parfois, il reste 10 ans. Mais il y a cette promesse. Tu viens, on t'accueille tel que tu es, on t'apprend à travailler. Et en fonction de ce qui se joue pour toi, de ce qui fera pour toi, peut-être qu'un jour, tu pourras avoir cette place ailleurs. Et il y a un témoignage bouleversant d'un des opérateurs. Ils parlent avec leurs mots. Mais il y en a un qui ne trompe pas. Il a dit, depuis que je suis à l'AMIPI, j'ai le sentiment d'être une personne.
Parce que le regard qui est porté sur elle, d'une promesse, d'un devenir, d'une capacité, a été posé. Donc ce serait mon invitation. Ne laissez personne croire qu'un travail, c'est uniquement alimentaire. Non pas en lui expliquant qu'elle se trompe, mais par le regard que l'on porte sur la personne. On lui disait, si tu es là, si tu es ici et maintenant dans mon équipe, je te regarde comme une personne qui est à sa place, comme une personne que j'accueille. Moi, j'ai été très touché, j'ai fait un stage d'ouvrier, c'était quand j'étais à l'école polytechnique, dans la banlieue de Londres, dans une usine qui faisait des montres. Et en particulier, la partie dans laquelle j'étais, c'était un atelier qui faisait des cadrans, des montres. Le contremaître était anglais, blanc. Tous les opérateurs étaient hindous. Il y avait un niveau de noblesse, un niveau de qualité d'engagement, un niveau de travail au niveau des opérateurs qui était colossal. Je suis ressorti de cette expérience en me disant, il n'y a pas de métier qui ne soit pas noble. La noblesse du métier, c'est la noblesse de la personne qui l'occupe. Et nous pouvons, nous aussi, regarder cette personne, pouvoir lui faire toucher du cœur. C'est Urs von Balthasar, qui dit « La perfection est dans la plénitude du devenir ». C'est une très belle phrase. La perfection est dans la plénitude du devenir. Vous voyez, on a des réflexes de conformité, on a des réflexes de compétition, on a des réflexes de barre, on a des réflexes de « je prends des normes extérieures, je me les applique ». On a des normes extérieures, je les applique sur les autres. Qu'est-ce qui est en jeu dans l'ordre de la croissance de chacun? Et se dire la perfection, l'horizon que je vais chercher, c'est la plénitude du devenir. C'est-à-dire je vais chercher à faire en sorte, moi en tant que personne, moi le premier, à essayer d'offrir le meilleur de moi-même, ici et maintenant, à celui qui en a le plus besoin. Et autour de moi, inviter à ce que ce même dynamisme soit possible. Ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va dépendre. Ça va dépendre des talents des uns des autres, ça va dépendre du contexte. On ne sait pas. En tout cas, ce qui nous est donné comme responsabilité, qui nous est proposé, c'est justement d'aller chercher cette plénitude du devenir. Merci pour la question. Ça va ? Bonsoir, je m'appelle Laura, étudiante en master de l'Agricole. J'ai beaucoup de questions, mais je vais sélectionner une malheureusement. J'ai pas compris, pardon. Je disais que j'ai beaucoup de questions, mais je suis obligée d'en sélectionner. Ah, voilà. Prends la plus précieuse, hein, celle qui... Ça sera compliqué, moi, quand même. Là, vous avez beaucoup parlé du regard que les autres portent sur nous. Mais finalement, quel est le regard qu'on doit porter sur soi pour pouvoir grandir? Parce que vous êtes beaucoup allé sur le regard que l'on doit porter aux autres, mais quel est le regard qu'on peut porter soi pour grandir et toujours être dans cette dynamique-là. Merci. Merci beaucoup. Quel est le regard que l'on doit porter sur soi pour être dans une dynamique de croissance? Belle question. Ce qui me vient, espérons choquer personne avec le mot qui me vient, mais je vais vous partager le mot qui me vient, c'est un regard de miséricorde. C'est vraiment ce regard sur soi qui est de se dire c'est pas si grave. François Daniel, c'est encore patatras aujourd'hui. Mais bon, on regarde quand même. Il y a 2-3 petites choses qui nous portent, voilà, qui donnent un petit peu d'espoir. Et un regard très très doux. Un regard très très doux qui
permettent de découvrir en nous que l'origine de ce qui va nous permettre de devenir le meilleur que nous, de soi, en fait, est un immense cadeau à recevoir. On ne se fabrique pas, on ne se fait pas, on se reçoit. On se reçoit à l'origine, on se reçoit dans les rencontres, on ne cesse de se recevoir. Et c'est vraiment ce regard qui permet de se dire, voilà, je ne vais pas y arriver à la force du poignet, je vais y arriver parce que je coopère à un dynamisme de croissance qui a commencé sans moi et qui probablement se terminera, si on rencontre des trucs bizarres, sans moi. Et ce dynamisme-là, de croissance, en fait, il est là. Comme la rivière est là pour le kayakiste. Imaginez un kayakiste qui veut, à la force du poignet, descendre aussi vite que la rivière. C'est très très beau de regarder les kayakistes, c'est bon. Regardez-les. L'économie de gestes, c'est incroyable, incroyable. Ils vont chercher l'endroit de la rivière qui a la vitesse maximale, avec un minimum d'effort. Là, c'est l'image qui me vient. Le regard à porter sur soi, c'est de se dire, il y a cette rivière qui coule en nous. Il y a ce flux qui coule en nous. Est-ce que je me pose pour l'écouter, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la question du silence? Est-ce que j'écoute pour recevoir ce dynamisme et me dire, je vais coopérer à ce dynamisme? Ce dynamisme connaît très très bien ma place. D'une certaine manière, il est ma place. Et ensuite, pagayer minimalement pour coopérer à des énergies qui sont bien plus grandes que la mienne. Et puis, tous les soirs, se dire qu'on essaye de faire un petit peu mieux pour coopérer à cette énergie, en se disant, et là encore, je renvoie vers ce moment ressource, qu'on est profondément précieux, qu'on a une place, et que cette place-là, si nous ne l'habitions pas, elle manquerait. Vous voyez, c'est l'image qui me vient sur en plus c'est la saison, c'est les forêts flamboyantes à l'automne. Quand vous voyez la forêt s'enflammer de toutes ces couleurs, rouges, orangées, etc., vous voyez tout le panachage. Mais quelle harmonie! Et quelle différence entre la jaune et la rouge. Vous voyez, c'est vraiment d'aller chercher cette conviction profonde que pour que l'ensemble resplendisse, on a besoin d'être cette petite feuille. Et que si cette petite feuille manquait, c'est vraiment dommage. Et merci d'être là. D'autres questions pour la salle? Bonjour. Bonjour. Merci pour l'intervention. Vous avez beaucoup insisté justement sur ce moment ressource et en faire mémoire. Et ça m'a beaucoup touché parce que je sais ce moment, je connais ce moment, et je sais que vous l'avez dit, puisque vous avez dit que vous avez eu 10 000 personnes, et vous avez connu, chacun peut faire mémoire de ce moment. En tous les cas, pour moi, c'était un moment qui était aussi beaucoup lié au pardon et surtout aussi à des échecs et donc le fait de se pardonner pour pouvoir justement unifier sa personne, unifier sa vie. Voilà. Donc, je n'avais pas vraiment de questions, mais c'était peut-être de rebondir par rapport à ça. Merci, formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce moment ressource qui est un moment de miséricorde, le mot que j'ai évoqué tout à l'heure. Merci bien. Merci d'avoir accueilli ce. Encore quelques questions? Les étudiants, c'est Oui.
Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, lorsqu'on en entretien d'embauche, comment est-ce qu'on peut faire pour que quelqu'un s'exprime sur vraiment ce qu'il est, en sincérité, et comprendre au mieux comment il pourrait correspondre à la culture de notre entreprise pour que lui-même soit en adéquation avec ce qu'est notre entreprise. Super, merci. Tout le monde a entendu. Comment, à un moment d'entretien d'embauche, s'assurer qu'on va le plus vite possible à cette adéquation, discerner en fait, si c'est opportun ou pas que la personne nous rejoigne, c'est une question fondamentale. Il y a les deux parties, moi, ce qui me vient. La première, c'est créer les conditions qui permettent à l'autre personne d'être profondément elle-même et de se sentir libre de dire ce qui la touche. Évidemment, en fonction de la connaissance qu'elle a d'elle-même, ça va être plus ou moins réussi. Mais en tout cas, qu'elle sente votre autorisation. Et la question que vous pouvez lui poser, c'est de l'inviter à formuler ce que nous appelons, nous, des moments vocationnels. Les moments vocationnels, ils ont 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que la personne est en train d'apporter quelque chose. Elle n'est pas spectatrice, elle n'est pas réceptrice, elle est actrice. Le deuxième critère d'un moment ressource, c'est que ce qu'elle apporte, elle sent qu'elle l'apporte avec beaucoup de fluidité et beaucoup de naturel. C'était vraiment elle, en fait. Elle a permis à une équipe de se souder pour relever un défi qui paraissait impossible. Okay. Voilà. Et elle a dit, si, ça m'arrive régulièrement d'ailleurs. Je me retrouve à un endroit et il y a un truc qui n'est pas possible avant et hop, il y a 5 personnes qui se mettent dans le mouvement et qui le font. Voilà. Ça m'arrive. Et puis, troisième critère d'un moment vocationnel, c'est que la personne ne s'impose pas. Vous voyez, si je reprends cet exemple, ça se passe. Mais si ça ne se passe pas, à bientôt. Au revoir, de rien. Si ça ne se passe pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Quelqu'un qui est dans une dynamique vocationnelle, elle offre ce qu'elle a de meilleur. Si le cadeau n'est pas ouvert, c'est pas grave. Donc invitez la personne à raconter des moments de ce type-là, et dites-vous, qu'est-ce qui se passe en fait quand cette personne est au meilleur d'elle-même? Quand elle est vraiment là, disponible, il se passe ça. Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin dans le poste pour lequel vous l'envisagez? Et à ce moment-là, vous allez l'appeler sur sa vocation, et pas sur sa prétention. Et vous allez pouvoir formuler un appel vocationnel. Ça, c'est le premier point. De votre côté, c'est être clair sur la carte d'identité de l'entreprise. Et en particulier, il y a 3 éléments qui me paraissent fondamentaux dans la signature d'une entreprise. La première, c'est l'ADN. Qu'est-ce que l'ADN? L'ADN, c'est le principe actif de croissance différenciée de l'entreprise, pardon. Qu'est-ce qui fait que notre entreprise prospère? Il y a quelque chose qui... Voilà, et au cœur du cœur, un secret d'affaires. En général, on n'en fait pas un slogan, on ne le met pas sur le site internet, etc., etc. Parce que c'est le secret d'affaires, en fait. Il y a dans notre entreprise cet ADN, et c'est parce que nous vivons de cet ADN que nous devenons l'entreprise que nous sommes. Donc ça, c'est formuler cet ADN et l'avoir bien en tête. Pas forcément le dire, mais l'avoir bien en tête pour se dire, mais cette personne-là, confrontée à cet ADN, elle le porte en elle ou elle va trouver que c'est un corps étranger? Deuxième dimension, la raison d'être. Bon, maintenant, quand même pas mal diffusée. Quelle est la raison d'être de l'entreprise? La raison d'être de l'entreprise, qu'on distingue de l'ADN, c'est la promesse qu'elle a pour ses parties prenantes. Nous existons, raison d'être, nous existons en vue de cette contribution au bien commun, à toutes les parties prenantes. Pourquoi c'est important de le formuler dans un entretien d'embauche? Parce qu'évidemment, à l'origine de l'enthousiasme d'une personne et de son engagement, c'est le service de la raison d'être. Si je rentre chez Thomas More Partners, catalyser la transformation authentique du monde. Les dirigeants des équipes, voilà. Non. Bon, venez pas. Oui. Comment je fais? Ok, on en parle.
Allez, la raison d'être, elle clive tout de suite. Donc formuler cette raison d'être. Et la troisième dimension, c'est ce qu'on appelle plus généralement les valeurs, que nous aimons appeler la signature de confiance. Vous voyez, si je suis dans la sécurité informatique, bon, si je ne suis pas très malin et pas très innovant, je ne vais pas être très crédible. Alors, il faut quand même que je sois plus roublard que les roublards pour pouvoir imaginer des solutions qui empêchent que les roublards rentrent dans nos systèmes. Donc vous voyez bien qu'une entreprise qui fait de la sécurité informatique, il faut que les gens qui soient là, on se dise, ouais, ils sont astucieux, et ah ouais, j'avais pas vu que ça pourrait passer pas ça. Voilà. Bon. Donc vous allez aller chercher ce que j'appelle la signature de confiance, c'est-à-dire que vous allez chercher les caractéristiques à vivre qui sont fondamentales pour la crédibilité de l'entreprise. Et là encore, si vous voyez quelqu'un dont vous dites, bah, ok, on a ces trois éléments dans notre signature de confiance, et il n'y en a aucun, ou manifestement ça ne fit pas, à ce moment-là, vous en tirez les conséquences et vous lui dites, c'est pas grave, il faut trouver sa place, on n'est pas fait pour être partout. Et une entreprise n'est pas faite pour accueillir tout le monde. Donc, là, pour le coup, avoir le courage d'assumer la signature. Hein, et pas se dire, oh là là, j'ai la pression, le poste est vacant, il faut absolument que j'ai quelqu'un dans un mois, etc. Et je fais des mauvais choix par peur. Ça va ? Oui. Bonsoir, merci. Bonsoir. Je m'appelle Dick. Quelles sont les personnes qui vous ont marqué dans votre recherche de votre place? On a combien de temps ? Merci beaucoup. Je vais les citer, celles qui me viennent, évidemment mes parents. Ça, c'est un grand cadeau. Papa vient de décéder, donc. Un terreau fertile, simple, solide et libre. Quelque chose de très... Voilà, dont je m'aperçois bien et tous les jours que, évidemment, c'est un cadeau immense. Une mère qui me disait, si tu as quelque chose à vivre, et un père qui m'apportait une stabilité, un roc, avec beaucoup de bon sens, beaucoup de paix, beaucoup de naturel. Donc c'est évident que c'est un cadeau immense. Des éducateurs qui ont collé en moi et qui m'ont permis de fil en aiguille de faire en sorte que le trajet scolaire s'écrive à la hauteur de ce que je portais, qui m'ont fait confiance, dont je réalise maintenant qu'ils ont poussé leurs propres limites pour me faire la courte échelle. L'éditrice dont je vous ai parlé, qui m'a aidé à m'approprier d'une certaine manière mon histoire jusqu'après la réforme de l'État, et m'a ouvert le champ d'un ouvrage, d'une pratique professionnelle. Et puis là, depuis, ça n'arrête pas, en fait. Ça n'arrête pas, j'ai envie de... C'est pour ça que je vous demandais, on a combien de temps ? Parce qu'à l'aune de la rencontre authentique, toute rencontre est un océan. Et toute rencontre est un univers, et on se sent tout petit, et on est transformé par la rencontre. Et là, maintenant, c'est des dizaines de milliers de visages, chacun toujours plus mystérieux. On se sent tout petit. Une dernière question d'une étudiante un peu concrète. Je vais changer de prénom, c'est toujours Anna. Et il y a un des groupes qui avait une question où vous y avez partiellement répondu, mais du coup j'aimerais aller un peu plus loin. Donc on a compris que plus que de trouver sa place, il fallait apprendre à l'habiter et peut-être la rechoisir aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner des clés hyper concrètes de comment habiter sa place malgré toutes les distractions en plus dans le monde d'aujourd'hui où qui va à 100 à l'heure, des petits tips. Les petits tips. Ouais. Le premier des tips,
c'est de se dire que c'est vraiment là. Alors on en entend beaucoup parler, je ne sais pas si vous le pratiquez ou pas, mais c'est vraiment de rejoindre l'instant présent. Donc ça, c'est quand même des techniques qui existent maintenant. Le moment ressource que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un moment qui nous permet de nous réaligner et de faire en sorte que nous soyons présents à l'instant présent, qui est le seul endroit possible de notre place. Le premier et demi de la place, c'est que je pense à ce qu'il y avait avant, j'anticipe ce qu'il y a après, et je ne suis pas là, ne serait-ce que mentalement. Donc c'est vraiment habiter notre place, c'est vraiment s'assurer qu'il y a cet alignement intérieur d'une animation. Mon corps est à sa place. Ça, c'est de la matière, il peut être que là, ici, maintenant, dans le temps, dans l'espace, il est cloué. Donc il s'agit d'habiter mon corps par le moment ressource, pour me dire, ok, je suis du coup présent à l'instant présent. Et je vais découvrir qu'il y a une rencontre possible, qu'il y a quelqu'un d'autre, une altérité. Et donc le deuxième truc, donc le premier truc à faire, c'est une routine pour être dans l'instant présent et savoir quand est-ce qu'on y est ou quand on n'y est pas. La deuxième routine, c'est être à l'écoute de ce qui arrive. Quand je suis dans l'instant présent, j'ai conscience que il n'y a pas de toute puissance. Je suis limité. Par contre, donc du coup, ce qui vient peut soit être paisiblement accueilli, et là, j'ai envie de dire, j'ai presque rien à faire que de me laisser mener par le flux de la rencontre. J'ai une intuition, et il ne faut pas que je la coupe. J'ai l'intuition de te demander ton prénom, je te demande ton prénom. Tu peux me dire, c'est un peu bizarre, pourquoi il fait ça? Ben, j'ai l'intuition, je ne la coupe pas. Voilà, je le fais. Et voilà. Donc se laisser faire par la rencontre. Le deuxième. Et puis il y a des moments où ce qui arrive nous fait peur. Et là, on sent quand on se contracte. Ce qu'on appelle se mettre en résistance. Et là, on se dit, oula, ce qui est en train de se passer me fait peur. Et alors, ce qui est formidable avec la peur, enfin formidable, c'est entre guillemets, en italique, vous voyez, c'est qu'elle vient tout de suite avec ses justifications. T'as raison d'avoir peur. Regarde, regarde, et je me mets à m'écrouler sous mes peurs. Évidemment, c'est l'ennemi de la place, la peur. Et donc là, il faut, clé concrète, savoir se reconnaître quand nous avons peur. Et se dire, ok, je suis en train d'avoir peur. Donc tranquille. D'abord, je ne vais pas prendre des décisions importantes. Je vais d'abord chercher la paix. Comment chercher la paix? Derrière chaque peur, il y a une grande envie. Si j'ai peur, c'est parce que quelque chose dont j'ai vraiment envie est susceptible de m'échapper. De quoi ai-je vraiment envie? Qu'est-ce qui est en jeu, en fait? Si je prends un exemple, je ne sais pas, je vois pour la première fois un client. Et là, je sens que je me contracte. Pourquoi? Ben, je ne le connais pas. Si je ne le connais pas, il peut peut-être m'emmener sur des terrains où je n'aurai pas la réponse. Or, moi, j'ai absolument envie d'avoir toutes les réponses. Vous voyez, je vais aller formuler cette envie qui est susceptible, à laquelle je tiens de manière tellement absolue que ça devient cocasse. Essayer d'avoir toutes les réponses à une rencontre avec une personne qu'on rencontre pour la première fois, ça ne va pas. C'est pas normal, en fait. C'est pas possible. Je vais rencontrer la personne, elle va me dire ce qu'elle a à dire, et je vais découvrir ce que j'ai à découvrir. Il y a des choses que je saurai, il y a des choses que je ne saurai pas. La réalité, elle va être là. Donc, vous voyez, j'ai un désir d'avoir toutes les réponses qui est désordonné, en fait. Et c'est parce qu'il est désordonné que j'ai peur. L'avantage de nommer ce désir, cette envie désordonnée, c'est que je peux me l'approprier. François Daniel, tu as envie d'avoir toutes les réponses? Écoute d'abord la question. Apaise-toi. Revis ton moment ressource.
redis-toi que tout va bien. Vous voyez, quand je vais formuler cette envie, je vais pouvoir conscientiser ce qui me fait avoir peur. Et du coup, au lieu de subir la peur, je vais dépasser la peur. Et évidemment, cette clé est précieuse pour pouvoir, de circonstance en circonstance, ne pas laisser la peur nous gagner. Ça va ? Habiter le présent avec le bon ressource. Accueillir ce qui vient. Si ça vient paisiblement, se laisser porter comme le kayakiste se laisse porter par la rivière. Si ça stresse, se reconnaître en train de stresser. Découvrir l'envie qui est derrière la peur pour pouvoir la formuler et la prendre en charge.